Et bien maintenant, il est temps de donner la parole à ce fameux bureau dont on parle depuis tout à l'heure, le bureau de ShapeMed à Lyon, pour revenir sur les développements du projet et ses perspectives. Et pour ça, eh bien, j'invite près de moi Marie Préau, Fabrice Vavre et Julie Asbart. Donc, vous avez déjà eu un certain nombre d'éléments de contexte sur la façon dont le projet ShapeMed a été pensé depuis 2 ans maintenant, puisque finalement les tout premiers ateliers, même préalables à la mise en, enfin, au dépôt et à la validation par l'ANR, ont eu lieu en mai 2022. Nous allons donc, vous aurez aussi une petite présentation tout à l'heure du logo et de ses spécificités, parce qu'il a une véritable histoire. Nous allons maintenant revenir sur quelques éléments un petit peu plus scientifiques, sur ce qui nous pousse à travailler sur ces questions autour de la médecine des 5P et puis de la santé unique. Donc, dans un premier temps. Ensuite, nous ferons un petit point sur les appels d'offres. Et les différents outils de financement et de soutien à la recherche qui sont pensés dans le cadre de ShapeMed, puisque je vous rappelle qu'on est sur un programme sur 10 ans, donc ce n'est que le début, bien avancé, mais ce n'est que le début, et donc l'idée étant de réfléchir et de s'adapter justement au profil de chercheurs divers et variés qui peuvent s'impliquer dans le cadre des recherches telles qu'on les entend dans le projet. Nous vous ferons un petit point sur les actions de formation, sur le lien avec les acteurs non académiques. C'est un point aussi très important dès le départ. Il nous a fallu peut-être un petit peu plus de temps pour le mettre en place très formellement, même si nous parlons évidemment avec ces différents acteurs. Le soutien à la recherche clinique, et puis donc on terminera justement sur la stratégie de communication ShapeMed, dont vous avez un exemple avec ce joli logo. Alors, pour revenir sur ce qui, depuis le départ, nous intéresse et ce qui a été en effet cité comme la devise du projet, à savoir replacer chaque individu comme acteur et comme cible de son environnement, l'idée ici, elle est bien de partir de 2 contextes qui ont fait émerger des concepts qui mobilisent des acteurs très différents, à savoir l'approche One Health qui permet de réunifier les 3 santés animale, environnementale et humaine, et puis cette fameuse médecine des 5P qu'on réduit bien souvent justement avec les 5P, en oubliant que s'intéresser aux approches personnalisées, préventives, prédictives, participatives et basées sur les preuves, ce sont autant de pistes et de directions extrêmement différentes. Et donc, dès le départ, ShapeMed, c'est se dire qu'on a en 2022, en tout cas quand le projet a été pensé, ces concepts, ces orientations scientifiques majeures dans le domaine de la santé, mais que justement, elles ont du mal à faire se réunir les acteurs, elles ont du mal à faire se réunir les disciplines. Et ici, l'objectif, c'est bien donc de proposer la vision transdisciplinaire. Vous l'avez tous compris, la philosophie, c'est mettre tout le monde autour de la table et laisser chacun et chacune se saisir des projets qui les mobilisent et des projets sur lesquels on sent qu'il y a une vraie complémentarité possible d'un point de vue disciplinaire, mais aussi d'aller plus loin. Et je pense qu'il y a vraiment cette idée d'au-delà de la compréhension de ce qui peut faire lien entre le One Health, qui est déjà complexe en tant que tel, et la déclinaison des 5P, l'idée, c'est bien de ne pas imaginer uniquement des liens bidirectionnels ou des interactions entre ces différents domaines, mais au-delà de la compréhension, pouvoir proposer des orientations de décision, de stratégie et d'action. Et ça, vraiment, c'est un élément très, très fort pour nous. Renforcer les liens entre les deux pour comprendre, certes, mais aussi et surtout pour agir. Le point de départ, c'est bien l'individu au cœur de son environnement sociétal, environnemental dans la dimension non sociale du terme, et le fait de considérer aussi l'ensemble des avancées en termes de médecine génomique, notamment par exemple, et tous les outils, je dirais, très durs du point de vue des sciences sociales que nous avons pour comprendre les 3 santé d'ailleurs, et comment est-ce qu'on va réussir finalement à décrypter
décrypter et à analyser ces liens qui ne sont pas aussi simples que ça, qui se transforment en interaction, voire qui se démultiplient. On pourrait utiliser, en sociologie, on utilise l'intersectionnalité pour expliquer que des facteurs ne font pas que se cumuler, mais se démultiplient. Et ici, eh bien, je pense que le terme pourrait être aussi totalement utilisé et adapté. Donc c'est vraiment le point de départ. Et donc, nous allons promouvoir à travers ces fameux 21 projets qui ont débuté sur l'appel d'offres 2023, aller plus loin que comprendre les liens qui unissent les 5P et le One Health avec ces 3 déclinaisons, toujours une fois encore pas si simple à mettre en évidence, mais comprendre des liens réciproques et des interactions. Et on peut imaginer qu'à l'avenir aussi, dans des projets qu'on va voir émerger peut-être en 2025-2026, on va pouvoir aller plus loin que cette fameuse compréhension, mais aller sur l'action, la stratégie et tout ceci ancré évidemment sur des données qui nous permettront d'avoir des décisions bien outillées et documentées scientifiquement. Ce projet, il ne peut pas se faire seul et ça a été très bien dit. La dynamique ShapeMed, elle innerve, je ne trouve pas les bons termes, mais elle a eu des effets sur la façon dont le site a pu apporter un appui et voir se déployer un certain nombre d'initiatives scientifiques autour de la santé. Et donc, c'est pour cela que nous avons commencé à penser, dans le cadre de certains projets financés, les 21 que l'on vous a rapidement présentés, et pour rappel, vous avez des posters qui présentent les 21 projets présentés dans le hall, donc vous pourrez les consulter à midi. Donc, l'idée, elle a été de cofinancer en s'appuyant sur justement ces forces de site qui, par définition, sont aussi pluridisciplinaires, si ce n'est transdisciplinaires. Et donc, par exemple, nous avons pu, on peut le dire, je pense, financer un projet au moins en plus structurant, voire peut-être 2, grâce au fait que sur les projets structurants, nous nous sommes mutualisés avec l'école universitaire de recherche EID à Lyon, sur le financement de 3 demi-bourses de thèse. Et nous avons, dans le cadre de l'un des projets structurants aussi, pu mutualiser le financement d'un ingénieur de recherche via Antares, le PEPR Solubiode, de solutions fondées sur la nature. Donc, ce n'est que le début. Il y a d'autres initiatives de sites. Je pense à l'IHU Everest, notamment, par exemple, qui pourra peut-être sur certains projets être source de cofinancement. Mais c'est un élément aussi très important. Et vous voyez qu'une fois encore, cela amène à des dynamiques partenariales entre les acteurs qui ne peuvent qu'être positives en termes de données scientifiques qu'elles pourront produire. De la même façon, le lien avec la société civile, le lien avec les acteurs non académiques va se construire et monter en puissance. Il se trouve qu'au sein de l'Université Lyon 2, nous avons obtenu un label Science avec et pour la société qui a permis de développer le projet Lisière. Et dans ce cadre-là, nous avons donc un collègue qui a été recruté et qui travaille en partenariat étroit dans le cadre du projet Lisière et dans le cadre de ShapeMed. Il y a 2 objectifs à cette collaboration. La première, c'est de soutenir la recherche participative et de faire le lien avec des acteurs non académiques, la société civile, les associations, que ce soit associations de patients, associations en lien avec l'environnement ou autres. Donc ça, c'est un premier volet. Et comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner les équipes de recherche qui souhaitent s'engager dans des recherches participatives et qui auraient besoin d'un appui. On a déjà des recherches participatives qui se développent sur la première série des 21 projets. Et puis, il y a aussi une collaboration étroite qui va se construire autour de la médiation scientifique. Vous verrez au fur et à mesure des newsletters que vous recevez peut-être fréquemment qu'il y a évidemment un énorme effort autour de la médiation scientifique dans le cadre de ce projet ShapeMed pour restituer aux acteurs locaux notamment les recherches qui sont menées, et donc évidemment que le recrutement de ce collègue va pouvoir aider à cela aussi. Et je laisse Fabrice enchaîner. Merci Marie. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je vais revenir un tout petit peu sur justement qu'est-ce qu'on entend par aller plus loin.
sur les liens entre One Health et 5P. Alors, est-ce que vous avez noté la petite subtilité par rapport à la première diapo? Petit quiz. Donc, les flèches ne sont plus unidirectionnelles. Maintenant, elles tournent. Alors, en fait, ça, c'est un élément important. Et vous allez voir que, en fait, Shape est un espace à la fois de liberté sous contrainte. De liberté parce qu'en fait, les projets émergent des communautés scientifiques. On pense, au sein de ShapeMed, que les bonnes idées, les bons projets viendront des discussions au sein des communautés scientifiques. Et puis, on ouvrira aussi ensuite aux collectivités, aux autres acteurs de la société. Mais sous contrainte, Marie l'a évoqué, des contraintes en termes de transdisciplinarité, en termes de conception même de qu'est-ce que la santé. Et en fait, on va essayer de continuer à être encore plus exigeant sur ces contraintes. On a vu émerger des projets extrêmement intéressants, des projets qui sont en effet transdisciplinaires, des projets qui, en effet, nous font aller plus loin que ce qu'on allait auparavant. On pense que Shape, sur une durée de 10 ans, doit encore aller plus loin. Augmenter notre niveau d'exigence, ça veut dire quoi? Ça veut dire potentiellement imaginer que ce n'est pas suffisant de travailler sur la relation entre santé et environnement pour dire qu'on fait du One Health. Oui, l'environnement a un impact sur la santé, mais si on ne s'intéresse pas à comment on modifie l'environnement, on est unidirectionnel. Il faut qu'on pense dans les deux sens. Comment, en effet, modifier l'environnement peut améliorer la santé, comment travailler sur cette santé va aussi pouvoir se répercuter sur l'environnement. Comment toujours penser dans nos projets, comment on peut aller chercher d'autres disciplines, d'autres expertises qui nous font penser les autres santé. Est-ce qu'il suffit de se poser la question de l'acceptabilité d'un nouveau traitement pour dire qu'on inclut les sciences humaines et sociales dans un projet? Non. Il faut qu'on aille plus loin que ça. Est-ce qu'il est suffisant de dire que je fais de la médecine comparée entre humain et animal, et donc je fais du One Health, je m'intéresse à la relation entre santé humaine et santé animale? Non. Il faut qu'on aille encore plus loin que ça. Donc on va continuer à rajouter des contraintes, des exigences pour que le lien entre les différentes santé soit étudié, décortiqué dans ses multiples facettes, et puis qu'on commence aussi à s'intéresser à comment on travaille et comment on agit sur ces différentes santé, et surtout comment, quand on agit sur une santé, on agit également sur les autres santé. Quel est l'impact toujours sur les différentes santé? Donc on a besoin de systématiser la réflexion, on a besoin de systématiser le questionnement sur les différentes santé, et donc pour ça on a aussi besoin évidemment de nouveaux outils. Alors, on va essayer de mettre en place différentes choses. Donc, évidemment, les appels à projets. Les appels à projets qui, pour 2024, sont terminés, qui ont repris la même philosophie que lors de l'appel à projet précédent, c'est-à-dire une première étape de soumission d'appel à manifestation d'intérêt. Ça, c'est évidemment un espace fondamental qui crée en fait les conditions de ces ateliers de restitution où on vient présenter les choses. Puisque, en fait, évidemment, quand on se questionne sur son projet pour aborder et l'aborder de manière différente, la meilleure façon de le faire, c'est de le présenter aux autres et justement d'aller chercher ces expertises-là qui viendront en retour questionner le projet qu'on a présenté. Donc ces ateliers de restitution sont vraiment une étape fondamentale de la construction de ces projets-là. Et puis donc ensuite, là, on a eu le dépôt des projets en mai 2024. L'expertise est en cours. Automne 2024 pour le lancement des projets d'amorçage et janvier 2025 pour le lancement des projets structurants. Alors ça, évidemment, c'est un process, on va dire, classique maintenant, mais on va chercher aussi à retravailler aussi différemment. C'est-à-dire comment, encore une fois, à partir de ce qu'on a vu remonter des communautés, on peut imaginer, proposer de nouveaux ateliers qui seront cette fois structurants sur des thématiques particulières, parce que ce qu'on a observé, c'est qu'on a, dans notre communauté lyonnaise, un espace pour faire émerger des choses de peut-être plus grande envergure sur certaines thématiques. Alors, par exemple, on a vu pas mal de projets remonter sur la question des organoïdes. Alors, des fois, c'est sur le poumon, des fois, c'est ailleurs, etc., pour traiter des questions très moléculaires, cellulaires, pour traiter des questions d'exposition à certaines molécules, à certains pathogènes. Donc, on voit en fait qu'on a à la fois
une dimension très technologique. Comment on fait pour développer ce genre de choses? Comment on fait pour mélanger différents types de cellules? Comment on contrôle les échanges gazeux au sein de l'organoïde, etc. Il y a plein de contraintes hyper technologiques. Et puis après, il y a d'autres choses qui viennent se rajouter. Et comment on peut utiliser aussi ces modèles-là pour aller traiter des questions dans différents champs qui peuvent aussi interagir avec différents types de santé. Par exemple, est-ce que le développement de ces organoïdes nous facilite la limitation du modèle animal en expérimentation et donc potentiellement aussi avoir d'autres impacts ailleurs. Un autre point qui nous semble intéressant et qu'on a vu remonter de manière assez régulière concerne l'exposome. Alors avec peut-être un biais qui est que très souvent, j'évoquais tout à l'heure la question du lien entre santé et environnement, on a vu très souvent remonter des projets qui concernent comment l'environnement affecte la santé individuelle. On a eu peu de choses finalement sur d'autres dimensions de l'environnement et de comment on peut modifier l'environnement pour limiter justement les effets de l'exposome. Donc là, on a peut-être besoin justement de mettre en place une réflexion un peu plus transverse sur l'exposome pour pouvoir attirer aussi d'autres compétences qui vont nous permettre de travailler de manière plus globale cette question de la relation santé-environnement et de l'aborder aussi bien du point de vue de la santé humaine que de la santé environnementale. Autre élément sur lequel on va essayer de travailler, ça concerne les données. Alors, de manière assez intéressante, cet atelier-là, qui donnera peut-être même naissance à un comité de la donnée, vient d'un truc qu'on appelle le PGD, le plan de gestion des données. En fait, dans tout programme ANR, on doit rédiger un programme de gestion des données. Quand on est au pilotage d'un programme comme ShapeMed, le plan de gestion des données d'un programme comme ShapeMed, ça fait très, très peur. Alors évidemment, on se dit tout de suite, on va repositionner la question au niveau des différents projets financés. Donc chaque projet financé par ShapeMed aura son propre PGD, mais évidemment se pose la question d'un PGD global, et donc de ligne de conduite. Mais quand on commence à s'intéresser à cette question-là, en fait, c'est un puits sans fond, et ça nous oblige à travailler, à réfléchir à qu'est-ce qu'on met dans ce PGD, et quelles sont les lignes de conduite qu'on veut se donner. Mais évidemment, ça pose des questions de structure, où c'est qu'on garde les données, comment on y a accès, comment évidemment on les ouvre, donc ça nous entraîne vers la question de la science ouverte, comment on la partage. Ça pose la question de, évidemment, des difficultés qui peuvent exister entre des données sensibles, individuelles, mais aussi environnementales, et comment on va travailler cette question des données de manière totalement globale et transverse au niveau du projet ShapeMed. Et puis, un autre point, la recherche interventionnelle. On l'a dit, à un moment, Shape doit avoir un impact et donc travailler également avec les acteurs de la société pour pouvoir intervenir, agir. Et donc ça pose évidemment des questions également de comment on met en place cette recherche interventionnelle. On a parlé tout à l'heure de l'ISIER. Il y a des expertises sur cette recherche participative interventionnelle qu'on doit mobiliser pour justement systématiser également ces approches-là au niveau des projets qu'on va pouvoir mettre en place. Alors, comme vous le voyez, en fait, l'idée, c'est d'avoir ce constant aller-retour entre les propositions qui remontent de la communauté scientifique, ces bonnes idées. Alors très souvent, on nous dit, mais qu'est-ce que vous attendez? La réponse qu'on dit, en fait, nous, ce qu'on attend, c'est d'être surpris. C'est d'être surpris dans un cadre qu'on donne. Vous vous rappelez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la liberté sous contrainte, là. Voilà, c'est exactement ça. Et on n'ira jamais plus loin. On ne vous dira jamais, voilà ce qu'on attend. D'accord ? On attend d'être surpris par les projets que vous allez nous proposer, puisque, évidemment, si on pouvait les imaginer en amont, ce serait plus très transformant. Donc voilà, surprenez-nous, mais dans le cadre qui est donné par Shape. Donc on continue, en fait, ce travail continue pour travailler entre les propositions et la contrainte. Et donc pour ça, on a besoin de poursuivre l'animation des ateliers. On a besoin aussi de construire des liens avec d'autres projets structurants du site. Marie en a parlé. Potentiellement également avec d'autres projets au niveau national, et notamment des projets excellence. Il y en a au moins un ou deux autres qui traitent de questions qui sont connexes avec celles qu'on peut travailler
sur ShapeMed. Je pense à Nîmes, à Montpellier, par exemple. Et donc là aussi, travailler continuellement pour améliorer en fait les échanges et le partage autour de ces questions-là. Un petit point sur le lien avec les collectivités, qui est quelque chose qu'on commence à mettre en place. Alors en fait, depuis le début du projet, on a des échanges réguliers avec les collectivités, des échanges de très grande qualité qui, évidemment, nous poussent à aller vraiment plus loin, plus vite sur comment on peut travailler ensemble. Alors peut-être 3 points qui sont très signifiants de ce point de vue-là. Le premier, c'est évidemment les contrats locaux de santé des villes de Lyon et Villeurbanne, dont la philosophie est en fait très très proche de la philosophie ShapeMed, et donc on échange évidemment très très facilement avec les villes de Lyon et Villeurbanne sur les CLS, tellement facilement qu'on a souhaité assez rapidement mettre en place un atelier commun en novembre 2023. Donc c'est un atelier santé et territoire où justement les villes de Lyon et Villeurbanne sont venues présenter les CLS à des scientifiques qui étaient présents à cet atelier-là. Et je pense que pour toutes les personnes qui ont participé à cet atelier, c'était quelque chose d'assez nouveau. Cet échange libre entre les problématiques rencontrées dans les collectivités et les projets des collectivités et rencontrer justement des problématiques et des compétences scientifiques qui finalement travaillaient exactement sur les mêmes problématiques. C'est pour ça qu'on a identifié quelques groupes de travail qui vont se mettre en place, notamment donc on a une première réunion pour savoir un petit peu comment on organise ça mardi prochain. Donc des ateliers moustiques, punaises de lit qui vont démarrer très vite. Et puis il y a d'autres thématiques qui ont été identifiées comme potentiellement importantes sur lesquelles on peut travailler ensemble, qui concernent les îlots de chaleur, l'évaluation des CLS, ça on en reparlera peut-être juste après, et puis également les soins de premier recours. Un autre exemple qui montre que en fait, cet échange avec les collectivités marche dans les deux sens, c'est le fait qu'on participe au niveau de ShapeMed au groupe de travail du projet européen Urbact qui est porté par la ville de Lyon et qui réfléchit à la mise en place des politiques publiques dans un cadre One Health et aux éléments de méthodologie nécessaires pour justement la mise en place de ces politiques publiques. Donc là, très clairement, on est venu nous chercher pour travailler sur ces projets-là. Et donc on voit bien comment ça marche dans les deux sens. J'aurais pu parler aussi des conférences sciences ville qui commencent à s'organiser également du côté de la mairie de Villeurbanne et qui participent également de ces échanges réguliers entre Shape et les collectivités et qui construit également un écosystème qui va au-delà de la communauté scientifique. Je vais terminer, avant de passer la parole à Julie, sur les aspects partenariat et innovation. Donc là encore, on est, encore une fois, la priorité était vraiment mise sur l'interconnaissance au sein des communautés scientifiques. On commence aussi à travailler en relation avec notamment Pulsalis, avec le PUI Impulse, avec le Lyon Biopôle, pour travailler à des actions du côté innovation et partenariat. Un premier point, par exemple, tout bête, lors du dernier appel à projet, on a rajouté une petite boîte pour demander aux porteurs des projets s'ils étaient d'accord pour qu'on transmette directement le projet à Pulsalis, pour que Pulsalis puisse potentiellement détecter en fait, des projets sur lesquels la question de la maturation, de la prématuration des projets pouvait être pertinente. Donc là, voilà, je crois que globalement, tous les projets, ou presque, ont coché la case oui. Donc, on va pouvoir transmettre les projets qui sont remontés à Shape, à Pulsalis, pour voir si on peut faciliter aussi la prise en charge de certains projets au niveau maths-prémat. Donc, un premier élément. Un deuxième élément... Je me suis trompé. Un deuxième élément qui concerne la mise en place de mobilité entre le public et le privé. Donc ça, c'est une ligne budgétaire du projet ShapeMed sur lequel on est en train de réfléchir parce que la mise en place n'est pas forcément totalement évidente. Donc on travaille régulièrement avec nos collègues, notamment du PUI et de Pulsalis, pour travailler les meilleures modalités en fait, pour ces échanges-là. Et puis au niveau international, des discussions avec l'Université d'Ottawa, et le fait que Pulsalis ait notamment, et au travers du PUI, pris en charge une ligne du projet ShapeMed pour des Learning Expeditions
pour de jeunes entrepreneurs entre l'université et le hub d'Ottawa et le site lyonnais. Donc ça, c'est des choses qui se mettent en place et qui vont se développer également cette année. Merci. Donc, bonjour à tous. Moi, je vais prendre la suite pour vous présenter rapidement les actions de formation qui vont être mises en place sur 2024 dans le cadre de ShapeMed, qui en fait sont un nouvel espace qui va permettre de contribuer encore au développement de la transdisciplinarité et à renforcer les liens entre les différentes institutions qui participent à ShapeMed. Le premier élément dans cet axe-là, c'est la mise en place du Conseil de la formation et de l'expertise. Comme vous l'aviez vu dans la présentation de Frédéric Fleury, c'est une des instances qui prennent part à l'Institut transdisciplinaire. Donc, ce Conseil de la formation et de l'expertise, il est en cours de création. Il va regrouper en fait des représentants des différents partenaires de Shape, des différentes formations, donc notamment les formations en sciences, de Lyon 1, Lyon 2, les formations en santé, VET AgroSup et l'ensemble des partenaires, et puis également des représentants des programmes et des initiatives structurantes sur le site, notamment les doubles cursus, l'EUR, le projet Include, la SFRI et l'école de santé publique. Donc l'idée de ce conseil de la formation et de l'expertise, c'est de pouvoir réunir l'ensemble des acteurs et de pouvoir réfléchir à de nouvelles actions et interventions qui vont permettre de promouvoir la transdisciplinarité sur le site. Donc on a trois axes de travail qui sont prévus pour ce CFE. Le premier, c'est de réfléchir à mettre en place de nouvelles actions qui peuvent être des écoles d'été, la mise en place d'événements, de colloques, de conférences invitées qui vont permettre de regrouper les différentes expertises et de sensibiliser la communauté scientifique aux axes de travail qui sont chers à ShapeMed. Le deuxième axe, c'est les réflexions autour des financements. Donc, on l'a déjà présenté tout à l'heure dans le cadre des appels à projets. Il y a déjà eu des contributions de l'EUR ou du PEPRC Lubiode au financement de bourses de thèse ou de postes d'ingénieurs dans le cadre des projets qui ont été soumis. Le CFE va réfléchir à de nouvelles possibilités et voir s'il y a des opportunités de mutualisation, de bourses de thèse, de master, etc., qui sont possibles. Et puis, le troisième axe de travail de ce CFE, ce sera les formations, la création de nouvelles formations, de doubles cursus au sein des instances et des partenaires de Shape et au développement de nouvelles formations qui visent à sensibiliser sur le One Health et la médecine 5P qui sont donc les thématiques phares. Voilà, donc ce CFE a été créé, les membres ont accepté de participer. On va avoir une première réunion dans les semaines à venir et puis son programme de travail va pouvoir être mis en place. Et vous aurez les informations sur ces actions dans les informations ShapeMed. Ensuite, deuxième nouveauté pour 2024 qui va être mise en place au niveau de ShapeMed, c'est des actions pour le soutien à la recherche avec en fait un nouvel outil qui devrait permettre aussi d'impulser ou de favoriser le développement des recherches sur les thématiques ShapeMed. Cet outil, c'est la mise en place de décharges qui sont destinées à permettre à des enseignants-chercheurs avec des profils MCUPH et PUPH de pouvoir bénéficier d'une décharge de leur temps hospitalier, de leur temps clinique, pour pouvoir le dédier à leur activité de recherche. Donc, en fait, le fonctionnement de ces décharges, il va être assez proche de ce qui est proposé déjà dans le cadre de décharges, par exemple, de l'INSERM, qui, en fait, le principe, c'est de proposer un dédommagement en termes de financement pour recruter
des personnels pour le remplacement sur le temps clinique des hospitalo-universitaires. Donc on a eu des réflexions avec les différents partenaires qui sont concernés par la mise en place de ces décharges pour voir selon quelle modalité et quel cahier des charges on allait pouvoir proposer ça. Donc c'est en cours de constitution, de structuration, mais ça devrait être disponible assez prochainement avec l'idée de proposer un dispositif qui soit assez souple avec des modalités qui devraient permettre de s'adapter aux contraintes et aux besoins des personnes éligibles et prendre en compte les contraintes de terrain parce qu'on sait que c'est pas toujours facile de mettre en œuvre concrètement dans l'activité clinique ces décharges et seront éligibles les MCU et PUPH qui sont porteurs ou coporteurs ou partenaires des projets lauréats de ShapeMed qui ont déjà été financés par le dernier appel à projet ou éventuellement en cours, celui qui est en cours en fonction du calendrier. Voilà, donc vous aurez le cahier des charges et qui sera validé, qui sera disponible normalement dans l'année 2024. Voilà, je te redonne la parole. Voilà, donc c'est moi qui vais terminer. Donc sur le point communication ShapeMed, alors je suis ravi de présenter ce point communication parce que alors pour celles et ceux qui me connaissent, ça doit peut-être les surprendre que ce soit moi qui présente la partie com. Et pour autant, voilà, Shape, on fait jamais les choses comme on s'y attend. Donc voilà. Et en fait, ça a beaucoup de sens aujourd'hui en fait de présenter ce logo-là. Parce qu'en fait, il est chargé de plein de significations. Il est chargé de plein de significations parce que déjà, évidemment, dans le logotype, on retrouve en fait cet entremêlement entre le H et le L là, qui donne évidemment un élément de construction extrêmement fort au niveau du projet et du logo. Donc ça, c'est évidemment la structuration du site sur des questions de santé, Health Lyon. C'est également la tagline, ici qu'on retrouve, Structuring One Health Approach for Personalized Medicine, donc qui montre bien en fait l'ambition du projet. Et puis c'est aussi ce tangramme vietnamien, donc qui est un casse-tête qui est composé de 7 pièces à assembler. Alors en fait, il a plein de significations et ça nous semblait intéressant de vous les donner ici parce que encore une fois, ça montre que cet aspect communication, il peut être chargé de plein de choses, des valeurs de Shape et des valeurs du projet. 5 couleurs, évidemment, ça c'est pour le 5P. La forme ronde, ça c'est pour la Terre, c'est pour le One Health. Et puis aussi, le gros avantage de ce tangramme vietnamien, eh bien, c'est qu'on peut inventer d'autres géométries. Et ça, évidemment, c'est l'essence de Shape. Comment on a regroupé différentes disciplines et comment ces disciplines, on peut les déconstruire et les réassembler de différentes manières pour pouvoir aborder les choses différemment, les choses de manière nouvelle. Et donc ça se traduit par les symboles que vous avez pu voir pour les différents ateliers. La pince du crabe, la chauve-souris, l'hippocampe, l'arbre. Sciences des données, c'était plus compliqué un peu, hein, mais voilà. Et donc voilà, en résumé, avec un tangramme vietnamien, une réassociation, toute la philosophie du projet ShapeMed résumée dans ce logo et dans cette stratégie de com. Donc c'est vraiment un élément qui est devenu partie intégrante du projet ShapeMed et qui est extrêmement important pour son déploiement. Alors, en plus avec ça, il y a tout un tas de déploiements sur les réseaux sociaux. Alors là, pour ceux qui me connaissent, c'est encore pire, là, comment il peut présenter les réseaux sociaux. Donc LinkedIn, Twitter, Instagram, tout est là. Donc ça poste, Instagram, pardon. Ça poste dans tous les sens. Vous avez également la newsletter, vous pouvez vous inscrire, vous abonner. N'hésitez pas parce qu'en plus, on va essayer de communiquer sur ce projet-là de manière un peu différente également. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on souhaite aussi que la philosophie Shape puisse diffuser, que le fait de penser cette santé de manière globale, de penser cette santé et ce bien-être avec cette approche transdisciplinaire, eh bien, puisse diffuser. Donc il faut qu'on communique également. Et donc on ne va pas s'empêcher de le faire, bien au contraire. Et puis c'est également un élément important parce qu'on va par exemple mettre en place les intermèdes qui
vont permettre à l'équipe de Shape d'aller rencontrer les acteurs sur le terrain, au cœur des labos, d'échanger de manière informelle sur les projets, et puis de proposer un résumé pour les nuls de ces projets-là. Alors on pourrait se dire qu'en fait, rendre les projets accessibles aux non-scientifiques, c'est important, pour justement aller toucher l'ensemble de la société. Mais en fait, c'est aussi important pour nous, parce que quand on travaille au sein de ShapeMed, évidemment, on est en lien avec des problématiques, des disciplines qu'on ne connaît pas. Et donc, on est complètement novice également. Donc, ces intermèdes seront également une très bonne occasion pour nous tous et nous toutes de prendre connaissance de ces projets-là et de voir également comment les choses sont abordées dans ces autres projets. Donc, voilà. Alors, on a, je crois, fini pour cette présentation. Alors, juste avant de terminer, quelques remerciements. Déjà, les remerciements à Joël Montant, chargé de com', qui est à l'origine de tout le logo et le diaporama, etc. etc. Merci également à Margot Le Trionnaire, je ne sais pas si elle est dans le coin, qui est en charge du suivi administratif et financier du projet. Merci évidemment à Isabelle Weiss, chef de projet ShapeMed. Venez par ici. On a une équipe extraordinaire pour travailler. On voulait vraiment leur rendre hommage parce qu'elles font un travail remarquable. Elles sont engagées dans ce projet-là. Je pense que les porteuses et porteurs de projets qui ont affaire à elles régulièrement se sentent cocoonés. Elles font vraiment tout ce qu'elles peuvent pour leur faciliter la vie et puis pour permettre à Shape d'exister. Et voilà, avec des choses qu'on n'attendait pas et qui sont présentes. Voilà, donc un grand merci à toutes les trois parce que vous croyez en ce projet et ça se voit. Et merci pour tout ça. Également, un grand remerciement aux membres internes du CSI, pour ceux qui sont et celles qui sont présentes aujourd'hui, et aux équipes d'animation des ateliers. On les sollicite régulièrement, beaucoup, souvent à la dernière minute, et je crois que le travail d'animation des communautés vous doit beaucoup, et c'est extrêmement important parce que c'est la base du travail justement du projet ShapeMed. Donc en fait, derrière toutes ces animations, il y a encore une fois plein de gens. J'en vois quelques-uns ici, mais j'ai peur de commencer à donner des noms, montrer des gens et puis en oublier. Mais en tout cas, sur tous les ateliers, on a ces équipes d'animatrices et d'animateurs qui font le travail, aussi le travail d'ingénierie de projet, de pouvoir questionner en fait ces projets-là et les faire mûrir. Donc ça, c'est également un très grand merci pour cet investissement. Et puis peut-être un dernier remerciement pour l'ensemble des partenaires, et notamment les membres du directoire, parce que quand on est au bureau, en fait, c'est des moments d'échange extrêmement intéressants, pertinents. On se réunit tous les 15 jours avec le directoire, ce qui nous permet en fait d'avoir une dynamique sur le projet qui est extrêmement rapide, extrêmement efficace et qui nous permet d'avancer. Et on travaille dans une atmosphère de construction sur le site qui est tout à fait remarquable pour faire avancer, je crois, ce qui est le plus important en fait, la science et notre impact sur la société. Et donc on voulait aussi voilà, vous remercier pour ça, parce que c'est extrêmement agréable, pertinent et efficace et précieux pour que nous, on puisse ensuite travailler. Donc voilà, merci. Merci au bureau de nous avoir présenté tout ça. Merci Fabrice Vavre, Marie Préau et Julie Asbart. Juste avant de faire la petite pause médiane et puis de commencer ensuite notre première table ronde, est-ce qu'il y a une question que vous voulez poser au bureau maintenant? On aura l'occasion de discuter aussi à l'extérieur, mais est-ce qu'il y a une personne qui veut intervenir par rapport à ce qui a été présenté jusqu'à maintenant, qui veut poser une question? Ou est-ce qu'on va prendre le café? Ok, très bien. Je vous laisse donc du coup sortir. On se retrouve à 11h10 ici pour la suite et la prochaine table ronde. Merci à tous et à toutes.